Donc, c'est un peu étrange parce que je m'adresse à la caméra. Comme vous le savez, le cours a lieu à huis clos. Donc, néanmoins, pour ceux qui regarderont ce cours en différé, bienvenue pour cette nouvelle saison, comme on dit. Alors, je vais peut-être enlever ça pour ne pas gêner le champ. OK. Alors, donc, le cours cette année va porter sur les premières valeurs propres et fonctions propres pour des opérateurs essentiellement linéaires, mais on verra très rapidement des exemples non linéaires, pour des opérateurs dont l'inverse, je vais dire ça comme ça, préserve la positivité. Ce que de manière un peu abusive, on appelle le principe du maximum. Donc, première valeur propre et fonction propre, le sous-titre, c'est pour des opérateurs dont l'inverse préserve la positivité, le principe du maximum. Donc, le prototype de ces opérateurs sont les opérateurs du second ordre, elliptiques, et je vais mettre ça entre guillemets parce qu'éventuellement ils peuvent être dégénérés, c'est-à-dire pas uniformément elliptiques. Ils peuvent être intégrodifférentiels. Etc., etc. Et on fera aussi quelques incursions du côté des d'équations non linéaires. Et j'expliquerai un peu plus tard. Donc aujourd'hui, je vais commencer par une introduction pour rappeler où ce genre de problème, les situations dans lesquelles ce genre de problème, ce genre de question apparaît. Alors, s'intéresser à la première valeur propre dans des problèmes de physique est une évidence, puisque cela correspond très souvent à ce qu'on appelle l'état fondamental, la fréquence fondamentale, etc., etc. Néanmoins, ce que l'on va regarder n'est pas directement inspiré par la physique, et il y a beaucoup d'autres raisons qui vont de questions liées au contrôle optimal à des questions même qui apparaissent en modélisation mathématique en biologie, où assez naturellement, on a besoin de maîtriser, de comprendre ces questions de première valeur propre et fonction propre. Alors, tout de suite, le fait qu'on s'intéresse à la première valeur propre ou la plus petite valeur propre, dans des cas où l'inverse préserve la positivité, ça a une conséquence très importante, c'est que ce à quoi on s'attend, et on le comprendra un peu plus tard, on s'attend à ce que la fonction propre, pardonnez-moi, la valeur propre soit simple, la plus petite, la première valeur propre soit simple. En d'autres termes, qu'il y a à une constante multiplicative près unicité de la fonction propre. À une constante multiplicative près.
Bien. On s'attend donc à ce que la première valeur propre soit simple. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, toujours à une constante multiplicative près, on s'attend à ce que la fonction propre soit de signe constant. Soit de signe constant. Que dire, la chose, c'est évidemment plus ou moins. Puisque si une fonction est fonction propre, moins la fonction est également fonction propre. Donc, c'est de signe constant, mais enfin, je veux dire, le plus ou moins, comme je n'ai pas dit de signe positif, c'est certainement vrai, plus ou moins. Donc, disons, la première fonction propre est positive, à un moins près, elle peut être également, en prenant moins la fonction propre, négative. Donc, de signe constant. Alors, peut-être un petit exemple pour se convaincre que ceci a une chance d'être vrai. Ben, on va se placer sur l'intervalle 0,1. Question tout à fait, problème tout à fait élémentaire, 0,1. On s'intéresse à l'opérateur elliptique le plus essentiel du second ordre que l'on puisse avoir, à savoir moins seconde. On met des conditions limites, disons, de Dirichlet, u de 0 égale u de 1 égale 0. Donc on résout ce problème-là. On sait bien que si un f est même L1, L2, peu importe, H-1, on sait qu'il existe une unique solution. Pour l'instant, je ne veux pas parler d'espace fonctionnel. Que la solution est aussi régulière, et a 2 crans de régularité de plus que le second membre. Donc tout ça, c'est un exemple. Et puis surtout, on peut résoudre ça complètement explicitement avec des intégrales de f. Bien. Première fonction propre. Ça veut dire quoi, fonction propre? Ça veut dire qu'on va chercher à résoudre moins phi seconde égale lambda phi. Il est assez clair, comme on sait qu'on a des résolvantes que l'on peut résoudre moins u seconde plus AU égale F lorsque A est positif ou nul. Donc ça, ce problème, il existe un unique U. Donc s'il y a des valeurs propres, des fonctions propres, c'est un opérateur auto-adjoint, toutes les valeurs propres sont réelles. Donc évidemment, il faut chercher les valeurs propres du côté des réels lambda positifs. Bon, donc, phi seconde plus lambda phi égale à 0, et bien, vous voyez tout de suite que ça se résout à vue, et que cela vous donne phi égale sinus k racine de lambda, pardonnez-moi, donc sinus racine de lambda fois x, étant entendu que pour que cela vérifie les bonnes conditions aux limites, il faut que racine de lambda fois 1 soit de la forme k pi plus pi sur 2. K pi. De façon à ce que le racine de 1, j'ai dit non, racine de lambda, de sorte que phi de 1, qui est sinus de racine de lambda, fasse bien 0. Donc là, on voit ce que sont les solutions. K est évidemment supérieur ou égal à 1, parce que si K égale à 0, lambda égale à 0, ce n'est pas une fonction propre, puisque c'est 0. Donc K supérieur ou égal à 1, et vous voyez que la première valeur propre, c'est le premier K. Et donc, ça vous donne que lambda, c'est K égale à 1, lambda est égal à pi carré. Bien. En d'autres termes, la première fonction propre, ça c'est la première valeur propre. Regardons maintenant la première fonction propre, sinus pi x. Eh bien, sinus pi x entre 0 et 1, c'est la fonction qui fait comme ceci, et vous voyez qu'elle est bien positive. Alors, elle s'annule en 0 et en 1, et elle a la forme habituelle du sinus entre 0 et 1.
Donc ça, c'était un petit exemple trivial pour bien vérifier que quand je dis on s'attend à cela, c'est bien conforme aux exemples les plus simples auxquels on peut penser. Alors, ce sont des faits classiques pour des tas d'opérateurs, on sait bien ça. Et on sait bien ça, donc ça c'est, je dirais, le premier point que je voulais aborder. Donc j'ai appelé ça A. Deuxième point, c'est dire quelles sont les approches que l'on connaisse qui permettent de déterminer la première valeur propre, la première fonction propre, et qui également établissent ces faits-là. Alors, méthode. Donc, tout ça, c'est du classique. Hein. Première méthode, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le théorème de Krein-Rootman. Qui est un théorème abstrait dans des cônes convexes positifs et sur lequel, donc, c'est un point de vue abstrait, je vais y revenir dans un instant, mais il nécessite deux choses. Il nécessite de travailler, il y a deux points fondamentaux. Le premier point, c'est la compacité de la résolvante, c'est-à-dire de l'inverse. Donc, il faut se placer dans un espace fonctionnel, un espace de fonctions. On travaille avec des fonctions qui sont positives ou nulles. OK, si on veut avoir une première fonction pas positive, ça c'est le côté abstrait, on travaille dans un code. J'y reviendrai. Mais d'ores et déjà, j'indique qu'on a besoin, pour s'en servir, de la compacité de l'inverse. Alors ça, il y a des situations fortement elliptiques dans des domaines bornés où c'est garanti. En général, il peut y avoir des problèmes. Et en plus, on a besoin d'une deuxième chose. C'est qu'il faut travailler dans un certain espace fonctionnel. Donc, on a un certain espace fonctionnel, je ne sais pas, je vais l'appeler E. C'est l'espace dans lequel on cherche une première fonction propre. On a un cône de fonctions positives, c'est-à-dire l'ensemble des U dans E, tel que U soit positif ou nul. Donc ça, on appelle ça K. Et le deuxième ingrédient, je vais tout de suite donner les exemples, le deuxième ingrédient dont on a besoin dans le théorème de Krein-Rootman, c'est que K, l'intérieur de K, soit différent du vide. Alors ça, c'est un vrai problème. En fait, les deux sont un vrai problème. Donc discutons un tout petit peu de quoi il s'agit. Et pour cela, prenons un exemple simple d'opérateur, par exemple, elliptique. Donc, regardons un exemple, l'exemple classique pour lequel le théorème de Krein-Rootman a été conçu. On va prendre comme opérateur AU, qui va être moins AIJ DIJU plus BI DIU plus CU.
où AU égale moins DI AIJ DJU plus BI DIU plus DI de bêta IU plus CU. Alors, qu'est-ce que je vais supposer? Dans ce cas-là, je vais supposer que AIJ égale AJI est une fonction qui est continue sur un domaine que je vais baptiser oméga bar, que les BI et les C sont dans L infini de oméga. Et là, je vais supposer que les AIJ, les BI, les bêta I et les C sont tous dans L infini. Bon, je ne suppose pas la symétrie, ça c'est accessoire. Et je fais l'hypothèse d'uniforme ellipticité, qui consiste à dire qu'il existe un U strictement positif tel que AIJ xi xij soit supérieur à nu fois xi2 pour x dans oméga. Donc, dans le premier cas de figure, c'est des fonctions continues, c'est quel que soit x dans oméga. Dans le deuxième cas de figure, c'est presque partout en x dans oméga. Alors, qu'est-ce que c'est oméga? J'ai déjà utilisé ce mot-là. Oméga, c'est un ouvert borné, très important. Un ouvert borné, régulier. Bien. Alors, comme on s'intéresse aux valeurs propres, on peut toujours rajouter au terme d'ordre 0 à savoir ici au C une constante, ça décale uniquement la valeur propre. Donc je vais normaliser C pour que C soit positif ou nul. À nouveau, là, ça sera presque partout. Donc hypothèse d'uniforme ellipticité et hypothèse de non-négativité pour caler le spectre du bon côté. À nouveau, on peut rajouter une constante à C ou retrancher une constante à C et ça décale la valeur propre par cette constante. Bien. Alors donc, voilà l'opérateur en question. Reste à parler de conditions aux limites. Alors, comme condition aux limites, et là je vais vraiment le détailler un tout petit peu, donc condition aux limites, Dirichlet, bien, c'est U sur le bord de oméga égale à 0. Neumann, on pourrait parler aussi de conditions obliques ou obliques. C'est du sur dn sur le bord de oméga égale à 0, où n est la normale unitaire extérieure. Bien. Et puis, dans le cas où oméga est un cube, on a aussi des conditions aux limites périodiques. Donc, c'est 3 cas de figure. Alors, je voudrais maintenant tester un tout petit peu ce type d'hypothèse. Je n'ai pas donné un résultat précis, j'en donnerai un plus tard, puisque je vais vous présenter le théorème de Krein-Rootman à ma sauce, en l'étendant dans différentes directions. Mais pour l'instant, on retient compacité de l'inverse, donc il faut définir un espace fonctionnel. Et puis, il faut définir un espace fonctionnel dans lequel on est, pour les fonctions positives, là, ça sera des fonctions sur oméga bar ou sur oméga. Et ce sont des questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que peut-on dire de ces ces deux aspects, intérieur et compacité? Bon. Alors. Lorsqu'on résout ces équations elliptiques, on sait qu'on peut travailler dans des espaces LP.
par exemple L2. Je le dis oralement pour ne pas l'écrire au tableau, mais si on a un second membre, on résout AU égale à F dans LP, on a une solution qui est dans W2P. OK, si on a quelque chose qui est dans L2, on a une solution qui est dans H1. Donc on gagne des crans de régularité, c'est l'ellipticité. On a des solutions, dans ces deux cas-là, il faudrait dire qu'en fait, il existe également un alpha strictement positif, tel que C soit supérieur ou égal à alpha strictement, presque partout. Donc, dans ces deux cas de figure, il faut un peu renforcer cette hypothèse pour pouvoir résoudre les équations. Donc on sait résoudre, il existe une unique solution, et je ne dis pas dans quel espace, aussi bien pour le premier problème que pour le deuxième problème, donc pour AU égale à F. Bien, avec l'une ou l'autre de ces conditions aux limites. Et on sait que l'on gagne, on gagne au moins un cran de régularité. Donc dans le premier cas, c'est LP dans W2P. Dans le deuxième cas, c'est par exemple L2 dans H1. Et donc, on a le fait que l'inverse soit compact dans ces espaces-là. Mais ça ne marche pas, parce que dans ces espaces-là, lorsqu'on prend le cône des fonctions positives, il est toujours d'intérieur vide. Donc le problème, on va le voir avec, disons, L2, c'est que si je prends le cône des fonctions dans L2 qui est positif ou nul presque partout, bien dans L2, l'intérieur de K, c'est l'ensemble vide. Bon, alors ça, c'est pas très bon signe. Hein. Et on s'en convainc comment de ça? Raisonnons par l'absurde, supposons que U appartienne à l'intérieur de K. Ce n'est pas vraiment une démonstration par l'absurde, mais... Bien. Ça veut dire certainement qu'il existe un M tel que la mesure de l'ensemble des U qui sont de l'ensemble où U est inférieur ou égal à M est positive. Parce que s'il n'en existe pas, ça veut dire que U est égal à plus infini partout. Et or, si c'est dans L2, ce n'est pas possible. Donc ça, on fixe ce M-là. Et on va introduire, et on va considérer U epsilon, qui est égal à U moins, par exemple, moins 2m, fonction indicatrice de A epsilon, où A epsilon est un ensemble mesurable de mesure epsilon, et qui est contenu dans cette zone où U est inférieur ou égal à M. OK? On a un ensemble qui est de mesure positive, donc on peut trouver tout un tas d'ensembles de mesures aussi petites que l'on veut. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on prend un tel ensemble et on construit cette fonction. Clairement, U epsilon sur A epsilon est inférieur à moins M, donc c'est strictement négatif. Donc ça n'appartient pas à K. Néanmoins, la norme L2, par exemple, de U moins U epsilon en norme L2, au carré, disons, c'est quoi? U moins U epsilon, vous voyez, ça fait 4m carré, c'est 2m au carré, ça on s'en fout. Et puis surtout, ça fait la mesure de A epsilon. C'est-à-dire que ça tend vers 0. En d'autres termes, on a trouvé une suite de points qui s'approchent autant que l'on veut de U dans L2, et pour lesquels on a perdu la positivité. Donc, vous voyez bien l'idée, c'est que
Si on a une fonction dans L2, on peut faire un creux, un grand creux dans la fonction très localisé. C'est ce que j'ai fait, un grand creux très localisé, de façon à violer la positivité et néanmoins être très très proche en norme LP, parce que là où on a creusé, c'est sur un tout petit ensemble. Donc les normes L2 sont trop faibles, ne mesurent pas assez précisément les fonctions pour avoir un intérieur non vide des fonctions positives. Bon, là c'est embêtant parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de travailler avec des espaces de fonctions qui sont, par exemple, lorsque je n'ai pas de problème de conditions aux limites, par exemple, continu. Donc on continue, on se dit, théorème de Krein-Rootman, on ne peut pas s'en servir dans les L2, LP, directement, à cause du problème de l'intérieur. Donc je vais effacer les équations. On se souvient que c'est l'exemple classique des équations elliptiques. Je veux garder les informations cruciales qui sont là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va mesurer un peu plus durement, on va évaluer un peu plus finement, durement, les fonctions. Donc on raisonne un peu à l'envers. À partir de quand on peut parler d'un intérieur non vide? On voit qu'il faut démarrer au moins avec des fonctions continues, ou plus. Là, c'est bon. Si je prends K, qui est l'ensemble des fonctions continues sur oméga bar, eh bien, U positif, l'intérieur de K, c'est l'ensemble des U, tel que l'infimum sur oméga bar de U soit strictement positif. Et ça marchera pour Neumann et Dirichlet, Neumann et périodique, mais ça ne marche pas OK pour Dirichlet. Parce que pour Dirichlet, il va falloir rajouter que les fonctions, donc c'est U dans C de oméga bar, mais U égale à 0 sur le bord de oméga. Et donc U positif ou nul. Et ça, même dans l'espace des fonctions continues, c'est l'intérieur vide. Et c'est l'intérieur vide à cause de ceci. Pourquoi? Vous prenez une bonne fonction continue qui tend vers 0, je décide comme ça, eh bien, lorsqu'elle s'approche de 0, vous pouvez faire un petit zigouigoui du côté négatif et être clairement en norme uniforme proche de la fonction de départ. Donc l'intérieur est vide. Donc vous voyez, là, j'ai creusé beaucoup sur un petit ensemble. Là, je creuse un peu près du bord. Et je n'ai pas besoin de creuser beaucoup. D'abord, ça serait très mauvais parce que c'est une norme uniforme si je creusais beaucoup, mais j'ai besoin juste de creuser un peu parce que la fonction, elle est presque nulle, là. Bon, et donc, on a une difficulté pour Dirichlet. On a une difficulté pour Dirichlet. Alors déjà, pour Neumann et périodique, on voit que si on travaille dans l'espace que je crois j'ai baptisé E, si on travaille dans l'espace C de oméga bar, est-ce que je peux, j'ai un cône de fonction positive dont l'infimum est strictement positif, j'ai un cône de fonction positive dont l'intérieur et qu'on consiste de fonctions dont l'infimum est strictement positif, donc ça c'est bon. L'intérieur est non vide. Est-ce que j'ai compacité de l'inverse dans cet espace? Oui, puisque dans le premier exemple, je sais que U et si le second membre est que A-1 de C s'injecte dans W de P, ça c'est la régularité elliptique, quel que soit P infini, qui est certainement compacte dans les fonctions continues, dès que P est plus grand
que la dimension de l'espace sur 2, enfin donc pour P suffisamment grand. Donc, dans ce premier cas de figure, c'est bon. Dans le deuxième cas de figure, A-1, je sais qu'il balance les fonctions continues, par exemple, dans des fonctions qui sont C-alpha, pour un certain alpha, ou C-delta, pour un certain delta strictement positif. Ça, c'est le théorème de régularité des Georginas-Mode, des Georgiens. Et que, d'après le théorème d'Ascoli, on est dans un domaine borné, eh bien, les fonctions holdériennes avec un exposant positif, c'est une injection compacte dans l'espace des fonctions continues. Donc, c'est deux requêtes essentielles pour pouvoir appliquer le théorème de Kreitner-Hotman, à savoir compacité de l'inverse intérieure non vide du cône des fonctions positives. On peut les satisfaire dans le cas d'opérateurs elliptiques uniformément elliptiques du second ordre, lorsqu'on prend des conditions aux limites de Neumann et de périodique. Là, ça marche parfaitement. On a vu néanmoins qu'il y a un problème avec Dirichlet. Il y a un problème avec Dirichlet. Parce que fonction continue, c'est toujours pas assez. Il faut encore augmenter. Alors, on se dit que pour être sûr, je prends une fonction continue qui s'annule au bord, et que pour être sûr que je peux la perturber et rester positif, eh bien, on se dit que c'est parce que j'ai une pente ici qui est strictement négative, que ça se décolle bien de zéro, et que donc je dois, dans un voisinage, avoir des trucs dont la pente n'est pas trop éloignée de la première pente, parce que si je me permets des pentes, si je mesure les écarts sans tenir compte des pentes, ça va être catastrophique, comme dans l'exemple des fonctions continues. Et donc, on se dit que dans le cas de Dirichlet, il faut monter aux fonctions lipschitziennes. Donc, c'est-à-dire E égale lip sur oméga bar, c'est 0,1 si vous voulez, de oméga bar. Donc, c'est lipschitzien de coefficient 1. Là, si je prends maintenant le cône des fonctions positives, eh bien, l'intérieur de K, c'est l'ensemble des U positifs ou nuls, tel qu'il existe une constante C positive, telle que U soit supérieure à 1 sur C fois la distance de X à d oméga. C'est bien dire, la fonction distance, c'est la droite qui est là, et c'est de dire que je suis au-dessus de la fonction distance. Donc au-dessus près du bord, et puis ensuite c'est une fonction strictement positive qui est donc au-dessus d'une autre fonction strictement positive avec une certaine constante. Donc ça va traduire le fait qu'on décolle bien de zéro, sans parler de dérivée normale, puisque j'ai simplement supposé que c'est lipschitzien. Et c'est clairement à l'intérieur. Donc le petit argument de déformation montre que effectivement, si je suis à l'intérieur, alors nécessairement j'ai cette propriété. Je ne vais pas passer à perdre du temps à vérifier ce point-là. Et si vous avez cette propriété et que vous êtes proche en norme de Lipschitz, eh bien cette propriété va être préservée. Et donc, en particulier, vous allez préserver la positivité dans un petit voisinage de Lipschitz. Donc, mission remplie, vous voyez, on a renforcé la mesure des fonctions pour avoir un peu d'espace et garder la positivité. C'est étant entendu que c'était dangereux puisqu'on est nul au bord. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre ceci ? Est-ce qu'on a le droit de prendre ceci dans
pour les exemples que j'ai donnés. Donc, si je retourne à l'exemple, dans le premier cas, pas de problème. Dans le premier cas, pas de problème, parce que si f est dans C01 et que je résous AU égale à f, je sais que U est dans W2P avec U sur le bord de oméga égale à 0. Je sais que U est dans W2P quel que soit P. Donc en particulier, si je prends P plus grand que D, je sais que U va être dans C1 alpha, quel que soit alpha positif. Donc je gagne plus d'un cran de régularité et donc j'ai la compacité. Donc on progresse, on peut appliquer Krein-Rothman, même si je n'ai pas, en tout cas les deux hypothèses fondamentales pour avoir un théorème fort de Krein-Rothman sont vérifiées dans le cas de conditions de Dirichlet, en prenant comme espace de base dans lequel on glisse, on regarde le cône de fonctions positives, en prenant les fonctions lipschitziennes. Mais patatras, ça ne marche pas dans le deuxième cas. Deuxième cas, non. Parce que la solution d'un problème elliptique sous forme divergence, si les AIJ ne sont pas réguliers, eh bien, elle n'est pas nécessairement lipschitzienne. Donc, on ne reste même pas dans l'espace. Dans le deuxième cas, non, sauf, évidemment, si les AIJ sont réguliers. Donc, je pense si les AIJ, Lipschitz, par exemple. Et je pense qu'il faut aussi que les bêta-I soient continus. Mais enfin, bon, peu importe, c'est surtout... Je vais mettre 3 petits points, mais c'est vraiment, c'est pas le point important. Alors, dans ce cas-là, on est essentiellement ramené au cas précédent. Donc là, on a tout ce que l'on veut. Dans le cas où AIJ, alors dans le cas général, où les AIJ sont simplement dans l'infini, eh bien, se servir du théorème de Krein-Rothman, c'est problématique. Donc, on peut y arriver, mais il faut se livrer à toutes sortes de contorsions dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais contorsion qui montre que dès que l'on fait ces deux hypothèses, compacité et intérieur non vide, ça devient difficile à utiliser. Donc, ce n'est pas vide, hein, puisqu'on a vu que Neumann périodique, ça se réglait très rapidement en travaillant dans les fonctions continues, que Dirichlet, si on a un peu de régularité, ça marche avec les fonctions lipschitziennes. Donc c'est un outil puissant, mais c'est un outil rigide. Alors, une deuxième objection que je vais faire tout de suite après avoir testé la théorie classique de Krein-Rothman sur les équations elliptiques, c'est faire deux objections. Deux objections, c'est remarque. Ce sont des hypothèses, à savoir, je le répète, l'hypothèse d'inverse compacte et l'hypothèse d'intérieur de vide, qui sont beaucoup trop fortes. Si on s'intéresse, si on considère le cas, disons oméga égale RD tout entier, l'espace tout entier. Parce qu'on va perdre la compacité. En général, on perd la compacité. Parce que RD n'est pas compact, fondamentalement. En général, pas de compacité. Et en général, on s'intéresse à des solutions, des fonctions propres. On s'intéresse à des fonctions propres phi qui tendent vers 0 à l'infini. Si elles tendent vers 0 à l'infini, c'est qu'on est fondamentalement dans une situation qui est plus proche de Dirichlet que d'autres choses. Simplement, au lieu de dire que c'est 0
sur le bord du domaine, c'est 0 très loin. Enfin, ça tend vers 0, c'est 0 à l'infini. Et on n'a pas en général de comportement spécifique. À l'infini. On peut avoir toutes sortes de comportements différents. Tandis que dans le théorème, dans le cas d'un domaine borné, eh bien, parce qu'il y a une hypothèse que j'aurais dû dire, c'est que pour appliquer KR, le fait que l'intérieur soit non vide et que l'inverse soit compact, c'est qu'il faut que l'inverse envoie K. Donc là, il y a une troisième hypothèse que je rajoute maintenant, mais celle-là n'est pas la plus délicate. C'est qu'il faut que K privé de 0, que l'inverse envoie K privé de 0 dans l'intérieur de K. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on passe de positif à strictement positif. C'est le principe du maximum fort. Et ça, c'est vrai dans tous les cas. Et dans le cas d'équations elliptiques avec des conditions aux limites de Dirichlet, bien c'est le lemme de Hopf, qui vous assure que si vous résolvez une équation AU égale F dans oméga bar, U sur le bord de oméga égale à 0, eh bien avec F positif ou nul différent de 0, alors le principe du maximum fort, c'est de dire que U est strictement positif dans oméga. Bon, mais ça ne suffit pas pour être dans l'intérieur. Et le lemme de Hopf vous dit précisément que la liminf de U de x sur la distance de x à d oméga est strictement positif quand cette distance tend vers 0. Donc, quand vous vous rapprochez du bord, vous décollez du bord, plus exactement, comme la distance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lemme de Hopf. Et c'est précisément, rappelez-vous ce qu'on s'était dit, que l'intérieur de K, c'était les trucs qui étaient minorés par une constante fois la distance. C'est exactement ce que j'ai écrit là. Donc c'est le lemme de Hopf qui assure que la troisième partie, à savoir l'inverse envoie K dans son intérieur, ou K privé de l'origine dans son intérieur, ça c'est le point technique, et ce qui permet de raccoler tous les bouts, la compacité, envoyer K-0 dans l'intérieur de K, et évidemment pour ça il faut que l'intérieur de K soit non vide. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est assez général, mais il n'y a pas d'analogue sur des équations posées dans Rn. Parce que suivant le second membre, on va avoir des comportements à l'infini qui peuvent être différents. Donc pas de comportement spécifique à l'infini, alors qu'ici, il y a un comportement spécifique près du bord qui est la distance au bord. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en tout cas directement, il n'y a aucune chance d'appliquer le théorème classique à des problèmes qui se passent dans RD. Alors, du coup, pour des questions qui intéressent différentes communautés, les gens ont travaillé avec des méthodes différentes. Donc je vais faire un petit retour en arrière de quelques années pour passer sur les méthodes classiques. Donc d'abord le théorème de Kreitmann-Rothman, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ergodicité. Donc il y a quelques années, j'ai fait un cours assez détaillé sur l'ergodicité des processus de diffusion, voire des processus de diffusion avec saut, ça ne changeait pas grand-chose. Et ce que cela entraîne et comment cela peut être abordé par des équations elliptiques ou paraboliques. Et donc, un exemple, c'est alors quand on s'intéresse à l'ergodicité. Donc là, maintenant, on va avoir moins AIJ comme opérateur d'AIJ, moins BI DI. Et donc, on a soit Neumann, soit en périodique.
Et soit Neumann, soit périodique, et puis, que voulais-je dire d'autre, et puis il y a le cas de RD. Alors, si je prends ça comme opérateur, la première fonction propre, elle n'est pas compliquée, parce que A1 est égal à 0, et 1 est la première fonction propre, fonction constante. Mais la question de l'ergodicité, la question fondamentale de l'ergodicité, c'est la première fonction propre de l'opérateur adjoint, A étoile. L'opérateur adjoint, c'est toujours un opérateur elliptique. Je passe sur les problèmes de régularité. Donc, dans le cas de Neumann périodique, on peut se servir du théorème de Krein-Rootman. On verra qu'il y a en fait des versions du théorème de Krein-Rootman où dès qu'on a une information sur A, on a une information sur A étoile, mais on peut se servir du théorème de Krein-Rootman modulo des hypothèses de régularité minime sur AIJ, du style AIJ lipschitzien, pour dire qu'il existe une unique mesure invariante, il existe un unique mu, qui est solution de l'équation duale A étoile mu égale à 0, et ça c'est la mesure invariante du processus. Réfléchi dans le cas de Neumann, qui vit sur le tore dans le cas périodique, mais le cas le plus intéressant pour des processus de diffusion et l'ergodicité, c'est le cas de l'espace tout entier. Patatras, on ne peut pas se servir de Krein-Rootman. Donc il y a des méthodes très spécifiques pour ces questions d'ergodicité. Confère mon cours il y a quelques années sur l'ergodicité. On peut toujours trouver en ligne. Donc, cours sur l'ergodicité. Et sans évidemment refaire ce cours, je voudrais indiquer que le point qui était vraiment important là-dedans, c'était d'avoir une hypothèse, dans le cas uniformément elliptique en tout cas, sinon on avait même introduit des espèces de contrôlabilité, etc. Mais restons pour simplifier dans le cas uniformément elliptique. Eh bien, c'était d'avoir une hypothèse sur le fait qu'il existe une fonction W qui tend vers l'infini. En fait, il suffit que la limite soit strictement positive, mais peu importe. Si x tend vers l'infini, est telle que AW soit positif pour x grand. Fonction jauge, qui en fait joue le rôle un peu de restaurer un peu de compacité pour l'analyse de la mesure invariante. Bon, alors mu, il existe un unique mu tel que, disons, l'intégrale de mu est égale à 1. Je parle bien de mesure, et l'unicité ne peut, pour une première fonction propre, ne peut avoir lieu qu'à une constante multiplicative près. Donc là, je la normalise. Donc, si vous voulez, on a cette hypothèse qui est une hypothèse classique. Je l'ai développée dans mon cours, analysé les généralisations et surtout expliqué dans mon cours comment on s'en servait. Mais si vous comparez avec ce que je viens de raconter et l'approche abstraite de Krein-Rootman, il n'y a aucune relation. Rien. Pourtant, c'est le même problème. C'est quand même pas moral. Cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une troisième méthode dans un cas particulier, qui est le cas d'opérateur auto-adjoint, toujours dans Rn, dans le cas auto-adjoint. Donc, pour simplifier, je vais prendre un exemple. Je vais prendre moins Laplacien plus C. C'est-à-dire AIJ et la matrice identité, j'ai viré le BI. Alors ça souvent, dans RD tout entier, ça s'appelle un opérateur de Schrödinger, et C, c'est le potentiel. Bon. Donc en général, on le note V. Alors évidemment, lorsque j'ai un opérateur auto-adjoint,
si mon A est un opérateur auto-adjoint, eh bien, je sais que la première fonction propre, c'est a de bonnes chances d'être obtenue en regardant si A est l'opérateur dont je parlais ici, moi Laplacien plus C, bien en minimisant AVV sur tous les V en norme L2 égale à 1. C'est-à-dire, dans le cas de l'exemple, coefficient de Rayleigh, si vous voulez, c'est de dire, je regarde l'intégrale si on est dans RD tout entier. Donc l'exemple, c'est dans RD tout entier, sinon dans les ouverts bornés avec Krein-Rothman, on a fait tout ce qu'on voulait. Donc on va se concentrer sur RD. Alors, même s'il y a plein de choses, je vous ai parlé de contorsion dans le cas d'opérateurs sous forme divergence. Qu'est-ce qui se passe si on relâche l'uniforme ellipticité? On ne peut pas dire que ça soit complètement nettoyé dans le cas d'un ouvert borné. Mais enfin, on n'est pas désarmé. Tandis que dans le cas de RD, on a le cas d'ergodicité, et puis on a cet autre cas, et autrement, il n'y a pas trop de méthode générale. Donc l'inf sur RD de gradient V carré plus C fois V carré, donc cette forme quadratique, on va minimiser pour être tout à fait précis sur tous les V qui sont dans H1, et on normalise avec la norme L2 est égale à 1. Donc ça, c'est pour un opérateur de Schrödinger prototype d'opérateur linéaire de la mécanique classique, de la mécanique quantique, pardon. Eh bien, ce problème de minimisation, c'est ce qu'on appelle l'énergie fondamentale de ce système très rudimentaire. Et c'est la première valeur propre. Et on s'attend, si cet infimum est atteint à ce qui est une première fonction propre, que cette première fonction propre soit positive, et même strictement positive, dès que C a un peu de régularité. Alors, il y a des méthodes variationnelles qui consistent à dire que si je prends un C et je réanalyserai en détail ce point-là un peu plus tard. Alors, c'est un problème variationnel. Si C tend vers l'infini, donc style le potentiel quadratique, l'oscillateur quantique, il n'y a pas de difficulté à résoudre, on a la compacité, donc c'est un faux cas, c'est pas vraiment RD tout entier, parce qu'on confine, ce qui est un mot à la mode, on confine les particules, la particule, il n'y en a qu'une seule ici, on confine la particule à travers un potentiel qui croît à l'infini. Elle n'est pas confinée strictement dans un domaine borné, elle a le droit d'aller travailler, donc elle peut aller un peu plus loin. Bien. Alors, mais fondamentalement, on restaure de la compacité. Un peu moins dur, mais on restaure la compacité. En revanche, si le potentiel est un potentiel qui tend vers zéro à l'infini, comme beaucoup de potentiels d'interaction physique, les interactions physiques ont toute tendance à disparaître à longue portée. Donc, pensez potentiel de Coulomb, etc. Donc, si C tend vers 0 à l'infini, je ne précise pas quel type de régularité. Pensez C continu, si vous le voulez. En fait, on a besoin de beaucoup moins, j'y reviendrai, dans des LP ou dans des LP plus LQ. Enfin bon, on peut beaucoup généraliser ceci. Mais je veux surtout me concentrer sur C tend vers 0 à l'infini. Mais il y a, et j'appelle E1, ou j'appelle lambda 1 cet infimum. Eh bien, ce qu'il est bien connu, c'est que si lambda 1 est strictement négatif, je referai la démonstration de ceci plus tard dans le cours. Si lambda 1 est strict, ça c'est classique. Si lambda 1 est strictement négatif, alors il existe une unique fonction propre
phi qui, minimisante, strictement positif. Donc, qui minimise ceci, ça veut dire que la première valeur propre est lambda 1. Alors là, par des techniques variationnelles, élémentaires, mais il y a un peu de boulot technique, par des techniques variationnelles, par minimum d'énergie, on crée une première fonction propre strictement positive qui tend vers 0 à l'infini. On est dans L2, donc il n'y a pas d'intérieur non vide à la Krein-Rootman, ça ne marche pas. Et pourtant, on crée le même objet que celui qu'on crée par le théorème de Krein-Rootman. Donc c'est un cas particulier parce que ce sont des opérateurs auto-adjoints, et c'est un résultat qui semble n'avoir absolument aucune relation avec, en tout cas directe, si ce n'est de trouver une fonction propre positive, unique, avec le théorème de Krein-Rootman. Et entre les deux, dans une autre situation un peu particulière, déjà moins que l'auto-adjoint, on a ces techniques ad hoc sur l'ergocécité des processus de diffusion. Bon, il se trouve qu'il y a plein d'autres opérateurs sur lesquels on aurait envie de comprendre ce qui se passe dans Rn, et que donc l'objectif du cours, c'est la fin de ma longue introduction, c'est d'unifier toutes ces approches, unifier et généraliser ces approches pour RD, pour l'espace tout entier. Alors bien entendu, ça s'applique à des situations intermédiaires, et je vais en parler dans un premier temps, mais l'objectif final, c'est ça. C'est lorsqu'on passe dans RD, on est loin de pouvoir appliquer Krein-Rootman, qu'est-ce qu'on fait? Donc unifier et généraliser ces approches pour RD, au lieu d'avoir 3 bouts de théorie qui ne se parlent pas, c'est des est-ce que on peut essayer de tirer un fil unique. Bon, on va y arriver, hein, bien entendu, sinon je ne ferai pas ce cours-là, mais cela va nécessiter quelques développements. Et je pense que ça nous occupera pendant tout le cours. Qui, je le crains, risque de se dérouler entièrement à huis clos. Bon, on verra bien. Mais quand même, si vous étiez là, je pousserais ma petite gueulante. Donc, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas, même s'il n'y a personne. Mais je ne suis pas très optimiste, puisque nos autorités ont la fâcheuse tendance de prendre parfois les bonnes décisions, pas toujours, mais toujours avec un peu trop de retard. Donc en réaction, jamais en anticipation. Donc du coup, on va le payer parce que ça va durer. Bon. Donc peut-être, il y a peut-être une chance qu'en janvier, je puisse faire les derniers cours en présentiel, comme on dit. Mais je crains que l'essentiel du cours, et j'espère pas la totalité du cours, se fasse, comme ils disent, en distanciel. C'est vraiment atroce comme terminologie, mais bon, peu importe. En même temps, c'est logique, et je suis bien content de pouvoir faire cours dans de telles conditions. C'est-à-dire d'avoir un tableau noir et d'avoir comme interlocuteur Bernard à la caméra et mon tableau noir. C'est déjà pas si mal que ça. Bien. Alors donc, après avoir
annoncer ces objectifs, je voudrais maintenant aborder le premier chapitre du cours en chapitre 1, KR revisité. Bon, alors fondamentalement, quand on regarde pardonnez-moi, quand on regarde le théorème de Krein-Rootman, on a plutôt des opérateurs comme la résolvante. Et donc, on est fondamentalement en train de dire que si lambda 1 est la première valeur propre, dans la conséquence du théorème de Krein-Rootman, c'est que, tel que je l'ai mentionné, c'est qu'il y a une unique solution pour tout lambda inférieur à lambda 1. En travaillant un peu plus, on peut aussi comprendre pourquoi on a toujours la positivité de la solution si le second membre est positif. Très bien. Comme je disais, le théorème de Krein-Rootman aura plutôt tendance, et ça je vais l'appeler, pardonnez-moi, je vais l'appeler G, à travailler avec l'inverse, et donc à résoudre U égale lambda TU plus F, où T c'est A-1, et F c'est A-1G. Donc vous voyez, c'est le même problème, mais attention, c'est pas T moins lambda fois l'identité, c'est l'identité moins lambda T qui est l'opérateur naturel. OK, donc on va avoir un espace vectoriel normé, etc. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un banard, un espace de banard muni d'une norme que je vais supposer réflexif, séparable. Je n'ai certainement pas besoin de tout ça, mais je n'ai pas envie de perdre du temps à savoir penser L2, LP, les fonctions, enfin pratiquement tous les espaces fonctionnels en évitant des exposants 1 infini. Bon, réflexif séparable, ce n'est pas fondamental. Là-dedans, je vais supposer que j'ai un cône convexe fermé, différent du vide. Un cône convexe fermé différent du vide, que je vais appeler K. Et je vais introduire la convention, si X est dans E, je vais dire que X est positif si X appartient à K. Donc attention, je n'ai pas de fonction. Donc le positif ou nul, c'est juste une image, c'est juste une notation. Ça ne veut, a priori, pas, il n'y a ça n'a pas de relation a priori avec une fonction qui est positive ou nulle. Bien sûr, les exemples que j'ai donnés de cônes convexes sont de cette nature. Bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de l'hypothèse que l'intérieur de K est différent du vide? Alors, on l'a discuté dans des exemples, sur des exemples concrets, L2, jamais possible, fonction continue, OK, si on n'a pas de condition limite pour les problèmes elliptiques, fonction lipschitzienne, si on a Dirichlet, d'accord, on ne le rappelle pas. Donc, mon objectif, ce n'est pas de dire est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est plutôt de dire qu'est-ce que ça entraîne que l'intérieur de K soit différent du vide. Et dans ce premier chapitre, dans l'essentiel de ce premier chapitre, je ferai toujours cette hypothèse. Donc, hypothèse, l'intérieur de K différent du vide. Je me place dans le cadre des hypothèses du théorème de Krein-Rootman et je veux refaire ma démonstration. OK.
Donc là, je n'ai pas encore parlé d'opérateurs. Là, je suis en train de mettre en place la géométrie des trucs positifs. Alors, la première remarque générale d'analyse convexe sont des faits classiques. C'est que la fermeture de l'intérieur de K est égale à K. Si K est un... En fait, c'est vrai pour un ensemble convexe quelconque. Fermé, non vide. Si son intérieur est non vide, eh bien, la fermeture de l'intérieur est la partie convexe tout entière. Bon. Bon, c'est normal, hein, parce que si on prenait un patatoïde comme ceci, qui a un bon ensemble convexe, dire que je regarde l'intérieur, s'il est fermé, ça veut dire que c'est tout le truc, le bord compris. L'intérieur, c'est tout le truc moins le bord. Le fermé, je rajoute le bord et donc je retombe sur mes pattes. Bon, ce n'est pas une démonstration, mais ce n'est pas très très loin. Donc ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que K plus l'intérieur de K est inclus dans l'intérieur de K. Donc, grosso modo, l'intérieur de K, je vais le noter de la manière suivante. Je vais le noter X strictement positif si X appartient à l'intérieur de K. Même avertissement, il n'y a pas de fonction là-dedans, c'est juste une notation. Alors, évidemment, si je me base sur la notation, que je dis si X est positif ou nul et que Y est strictement positif, X plus Y, il a une fâcheuse tendance à être strictement positif. Ce n'est pas du tout une démonstration. Mais la démonstration est très simple. Hein. Si X est dans K, le fait que ce soit un cône convexe assure que K plus K est contenu dans K. Et donc, c'est évidemment ça qui fait marcher la chose. Si vous avez un X est dans K, un Y est dans l'intérieur de K, ça veut dire qu'il y a une petite boule autour de Y qui est autour de K. Et X plus cette petite boule, c'est une petite boule autour de X plus Y. Et tout ça, c'est dans K, parce que c'est dans K plus K. Et donc, c'est fini. Bon. Le fait que K plus K soit contenu dans K, c'est que si X est dans K, Y est dans K, X plus Y sur 2, parce que c'est convexe, est dans K, et 2 fois X plus Y sur 2 est encore dans K, parce que c'est un cône. Bon, voilà. Expédiés, ce sont des faits géométriques sans difficulté. Plus intéressant, voici un petit lemme qui nous dit que dans l'intérieur de K, tous les objets sont comparables. Alors, attention, quand je dis comparable, c'est que je me sers de l'image positif ou nul. Comparable, c'est dire qu'ils sont du même ordre de grandeur, c'est-à-dire que l'un est dominé par... c'est du style 10 et 15 et sont comparables parce que 15 est inférieur à 2 fois 10 et plus grand que 1 fois 10. Donc vous voyez que dans la comparaison, quand on dit comparable, on prend en sandwich une des deux quantités et on la majore et l'en minore par une constante fois l'autre quantité. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que si X est dans K et que Y est dans l'intérieur de K, alors il existe une constante positive telle que X soit inférieur à C fois Y. Ouais, si vous avez pensez des fonctions, si vous avez une fonction qui est positive, et non des fonctions continues, si vous avez une fonction qui est strictement positive, continue, c'est-à-dire minorée, eh bien, du fait qu'elle soit minorée, vous pouvez majorer X par C fois Y. Bon. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on va s'en convaincre aisément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Y appartient à l'intérieur de K? Ça veut dire qu'il existe un ρ strictement positif, tel que la boule centrée en Y et de rayon ρ soit entièrement contenue dans K. Bien, maintenant c'est un
cône. Convexe, c'est un cône. Donc ça veut dire que si je prends un lambda positif quelconque, B de lambda y et lambda fois ρ est toujours contenu dans K. Donc maintenant, je peux choisir lambda de sorte à ce que la norme de x soit strictement plus petite que lambda ρ. Si je prends lambda, il suffit de prendre lambda plus grand que la norme de x divisé par ρ. Et donc, j'en déduis que lambda y moins x, pour ce lambda-là, appartient à K, puisqu'il appartient à cette boule. En d'autres termes, ça veut dire que lambda y est supérieur ou égal à x. C'est ça la définition de appartenir à K. Donc, j'ai bien démontré, avec C égale à lambda, que ce lemme-là. Donc, totalement élémentaire, mais ça nous dit que tous les objets, en tout cas modulo cette relation de comparaison, tous les objets dans l'intérieur de K sont comparables. Je dis tous les objets, puisque là, ça paraît uniquement dans un sens, mais j'ai pris quelque chose de plus général. J'ai pris un x dans K et un y dans l'intérieur de K. Si x est dans l'intérieur de K, je peux échanger les rôles et j'ai donc bien une comparaison dans les deux sens. Parfait. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, parlons des opérateurs. Peut-être une attention, remarque. Imaginez que je prenne une suite de points dans K et que je dise que cette suite est décroissante. Donc ça veut dire des xn qui sont positifs ou nuls. Et je dis que cette suite est décroissante, c'est-à-dire que xn plus 1 moins xn appartient à K. Ça n'entraîne pas en général que xn soit borné ou que xn, ça n'entraîne pas en général que xn converge. Lorsque je prends comme exemple des espaces LP, disons L2 pour simplifier, la positivité, le cône positif, c'est les fonctions positives presque partout. L'inégalité x positive, c'est que j'ai une fonction qui est positive ou nulle presque partout, comme je viens de le dire. Donc j'ai une suite décroissante de fonctions positives dans L2. Et en tout cas, si je suis dans L2 d'un domaine de mesure finie, la décroissance entraîne la convergence, et donc évidemment la borne. Bon. En revanche, si je prends des fonctions continues sur un domaine borné, un domaine ouvert borné régulier, comme précédemment, si je prends C de oméga bar, si je prends une suite décroissante de fonctions continues, elles ne convergent en général pas. Ça ne suffit pas pour dire qu'elles convergent dans l'espace des fonctions continues. Donc, si xn est dans C est une suite de fonctions positives décroissantes, donc si z est la variable dans oméga bar, j'ai xn de z positif quel que soit z, et xn de z qui décroît quel que soit z. Bien, ça entraîne que xn est borné, ça c'est vrai, dans ce cas-là, mais ça n'entraîne pas que xn converge. Pourquoi? Parce que en tout point, il y a une limite, une fonction x de z limite, mais
sans hypothèse supplémentaire sur la suite xn qui est de l'équicontinuité, je ne suis pas sûr que la limite soit continue, et en général, elle ne l'est pas. Donc ça, ce n'est pas vrai. Et puis si je renforce encore plus, eh bien, ça n'entraîne que je prends des fonctions qui sont de z qui sont lipschitziennes, qui sont positives et qui sont décroissantes. Ben, ça n'entraîne pas que xn soit borné, ça n'entraîne pas que xn converge dans cet espace. Ça converge toujours dans L2, hein, qui est pas le plus, pas le moins, mais ça ne converge pas dans l'espace des fonctions continues ici, ça ne converge pas dans les fonctions lipschitziennes, puisque c'est en général même pas borné. Il n'y a aucune raison que simplement sous le fait que ce soit décroissant et positif, et puis on construit facilement des contre-exemples, il y ait une borne de Lipschitz commune. OK, donc attention au piège, parce que quand on voit une suite de points décroissante, on a toujours envie de dire que ça converge. Puis si c'est positif, que c'est décroissant, on a envie de dire c'est borné. Mais c'est attention, c'est le piège des notations. Hein? OK, bon, cette remarque très élémentaire étant faite, on reprend la discussion. Donc je pense que du point de vue de cette géométrie de ce cône positif, enfin géométrie c'est un bien grand mot, c'est considération géométrique élémentaire sur ce cône dans un espace de Banach. Je vais vraiment le mettre entre parenthèses parce que, en plus, ces deux exemples que j'ai donnés, c'est les oméga bar et ces 0,1 ne sont pas séparables et dans le deuxième cas, n'est pas réflexif. Enfin, dans les deux cas, ne sont pas réflexifs. Mais bon, c'est vraiment un détail. On verra exactement où on en a besoin. On n'en aura essentiellement pas besoin, je pense. Donc, je le mets entre parenthèses, mais on s'en rendra compte. Je pense que j'en aurai plus besoin lorsque je parlerai de dualité. Donc ça, c'est la mise en place de l'espace dans lequel on travaille. Mise en place de l'opérateur. Alors l'opérateur, c'est, il faut penser, hein, dans les exemples précédents, c'est A-1. Donc je vais avoir un opérateur T qui va... On peut le définir sur l'espace E tout entier, mais c'est en fait assez utile de dire qu'après tout, ce qui nous intéresse, c'est le cône des fonctions positives. Donc, ce que l'on va dire, c'est que j'ai un opérateur qui va de cas dans cas. OK, je vais supposer qu'il est continu. Là encore, on pourrait examiner très précisément dans la démonstration de quelle continuité on a besoin, comment ça sert, etc. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Toutes les équations dont j'ai parlé jusqu'à présent sont linéaires. Bien. Et là, en fait, je vais approcher le thème de Krein-Rootman sans me servir réellement de la linéarité. Et donc, je vais dire que T est positivement homogène de degré 1. C'est-à-dire que T de lambda x est égal à lambda tx, quel que soit x dans K, quel que soit lambda positif. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que positivement homogène, un exemple d'opérateur T qui ne soit pas un opérateur linéaire, on a parlé de, par exemple, moins laplacien, hein, le premier K, le AU qui est là, les AU elliptiques que j'ai donnés. Par exemple, vous rajoutez la longueur de gradient U. AU plus gradient U. Et donc ça, c'est un opérateur A de U. Et mon T, c'est A-1.
Voilà un exemple d'opérateur positivement homogène qui ne soit pas linéaire. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et en fait, cette construction un peu tarabiscotée et généralisation, enfin tarabiscotée non, en fait c'était très manuel du théorème de Krein-Rootman, je l'ai fait il y a une double éternité. Une première éternité où je m'en suis servi pour construire la première valeur propre de l'opérateur de Monge-Ampère. Donc ce n'est pas un exemple, hein, mais c'est ce que je suis en train de vous faire. C'est inspiré, c'est une version abstraite de la première valeur propre de l'opérateur de Monge-Ampère. Première valeur propre et fonction propre positive de l'opérateur de Monge-Ampère. Et ça, c'était une sorte d'extension ou d'adaptation d'un travail que j'avais fait il y a une double éternité sur les premières valeurs propres et premières fonctions propres d'opérateurs de type HJB, d'opérateurs complètement non linéaires. Bon, je le réévoquerai un peu plus précisément un autre jour. Non linéaires du type HJB. Enfin, des prototypes d'opérateurs fortement non linéaires, mais qui soient homogènes de degré 1. Puisque, bien entendu, si l'opérateur est homogène de degré 1, son inverse est homogène de degré 1. Alors, mettre en place la démonstration. Je ne vais pas citer un théorème tout de suite parce qu'il y aura encore des hypothèses qui vont apparaître. Je vais plutôt me lancer dans une approche et on va rajouter les hypothèses au fur et à mesure. Donc, cette hypothèse, c'est l'hypothèse 1, l'intérieur de K non vide. L'hypothèse 2, c'est cet HP de principe du maximum fort, c'est dire que T envoie K moins 0, K privé de 0, dans l'intérieur de K. Deuxième hypothèse. En d'autres termes, quand je résous une équation avec un second membre positif ou nul, second membre qui n'est pas nul, à ce moment-là, la solution est strictement positive. Bien. Donc ça, ce sont des choses que l'on a déjà vues dans les exemples elliptiques et que je fais. C'est pas, dès que j'écris des choses comme ceci, l'intérieur de K différent du vide et T envoie K privé de l'origine dans l'intérieur de K, c'est pas ça qui va nous résoudre les problèmes dans RD. Mais ça va nous donner une approche que l'on pourra transposer et généraliser dans RD et faire cette unification dont je vous ai parlé. Ah. Bon. Donc là, pour l'instant, c'est Krein-Rootman revisité. On est encore loin de RD tout entier. Alors, dans tous les exemples que j'ai mentionnés jusqu'à présent, donc, je vais faire une observation qui va nous guider dans l'approche. Enfin, qui va nous guider et nous permettre d'intuiter ce que pourrait être une bonne approche. Alors, cette observation, ça consiste à dire, c'est notre remarque, c'est que j'ai parlé d'inverse, je sais résoudre AU égale à F, et je sais résoudre AU égale F plus lambda U pour tous les lambda inférieurs à lambda 1. Comme c'est la première valeur propre, avant, j'ai une résolvante qui est bien définie. Bon.
cette résolvante a une deuxième propriété. Donc il existe un unique U. Si lambda est plus petit que lambda 1. Maintenant, si f est positif ou nul, pensez le cadre agréable, disons, de Neumann ou de périodique. On ne fait pas de souci pour un opérateur elliptique. Bien. Si f est positif ou nul, alors U est aussi positif ou nul. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint la première valeur propre, on garde le principe du maximum. Bon, alors, on peut faire des tonnes de démonstrations de ceci. Je vais faire une démonstration qui va déjà un peu anticiper sur l'approche différente. Donc ça, c'est un fait classique, mais comment voir ça? Le plus simple, c'est de le faire par déformation. On a ici une unique solution qui, évidemment, de par l'unicité, est continue en lambda. Par exemple, dans les espaces, donc imaginons qu'on soit Dirichlet ou périodique, on est dans CD oméga bar pour avoir un intérieur, un non vide. Clairement, en lambda égale à 0, et je vais même tout de suite généraliser ça en disant U est strictement positif. C'est-à-dire que le minimum est fini si f est différent de 0. C'est-à-dire que non seulement on a le principe du maximum, parce que, évidemment, ça entraîne l'assertion que j'avais écrite auparavant, qui peut le plus, peut le moins, mais c'est une assertion plus précise. C'est le principe. Avant, j'avais écrit le principe du maximum. Là, j'écris le principe du maximum strict, fort. Alors, donc, démonstration de ce fait-là, U est par exemple continu en lambda, et en lambda égale à 0, le fait classique, c'est le principe du maximum fort. Très bien. Donc là, je suis pensée Neumann périodique. Pour lambda égale à 0, c'est vrai. Et je vais définir lambda bar, qui est l'inf des lambda positifs, pour lequel U lambda n'est plus nécessairement positive. OK? Donc pour lambda égale à 0, c'est vrai. Bien. Et c'est vrai pour tous les lambda négatifs ou nuls. C'est le principe du maximum classique. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si lambda bar égale lambda 1, c'est fini. Parce que ça veut dire que pour tous les lambda avant lambda 1, on a bien que U lambda est positif ou nul. C'est fini, car cela veut dire que U lambda est positif ou nul. Donc, F plus lambda U lambda, ce lambda bar est automatiquement positif ou nul. Donc, F plus lambda bar U lambda bar est positif ou nul. Et donc, d'après le principe maximum fort, qu'est-ce que je suis en train de dire? U lambda est positif ou nul si lambda est plus petit que lambda 1. Ce qui entraîne, je répète, si lambda bar est égal à lambda 1, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si lambda est plus petit que lambda 1, de par définition de cet inf, cela veut dire que U lambda est positif ou nul. Donc F plus lambda U lambda est positif ou nul. Il est différent de 0 parce que c'est la somme de deux trucs positifs et l'un est non nul. Et donc ça entraîne que U lambda est strictement positif. On a donc bien démontré cette assertion.
dans le cas où lambda bar est plus petit que lambda 1. Donc, par contradiction, on va supposer que lambda bar est plus petit que lambda 1. Pour tous les lambda avant lambda bar, on n'avait que U lambda est positif ou nul. Donc, si je fais tendre lambda vers lambda bar, je vais savoir que U lambda bar est strictement positif. Est positif ou nul. Passage à la limite de fonction positive. L'argument précédent s'applique et donc assure que U lambda bar est strictement positif. Mais si U lambda bar est strictement positif et que U lambda est continu en lambda, cela veut dire que U lambda est même strictement positif si lambda est plus grand que lambda bar, lambda moins lambda bar petit. Parce que je suis dans l'intérieur du cône des fonctions positives, et donc si j'ai une courbe continue, elle va y rester encore un petit moment. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je garde la positivité jusqu'à lambda, et que si lambda bar est strictement plus petit que lambda 1, je peux continuer. Donc il y a une contradiction, puisque c'était le premier instant où on perdait la positivité, ce n'est pas le premier instant où on perd la positivité. Donc lambda bar, enfin le premier paramètre, donc lambda bar est égal à lambda 1, et donc on a bien cette propriété que jusqu'à la première fonction propre, on garde le principe du maximum. Eh bien, on va se servir de cette propriété pour dire que ce que je vais essayer de faire, c'est résoudre ces équations-là tant que je peux. Et quand ça casse, c'est que je suis en train d'atteindre la première valeur propre. D'où la stratégie, l'approche, et si vous le voulez bien, c'est ensuite cette stratégie qui nous permettra de faire l'unification dont je vous parlais, puisqu'elle nous mettra dans une position standard pour essayer de construire, enfin commune, pour essayer de construire la première fonction propre. Donc, d'où la stratégie suivante. Qui va être de résoudre x égale lambda x plus y, donc je vais prendre lambda tx plus y, avec y appartient à k moins 0, on pourrait prendre y dans l'intérieur de k, et je vais vouloir trouver un x qui est dans k, de toute façon c'est implicite, t n'a été défini que sur k. Bon. Clairement, lambda est égal à 0. Lambda égale à 0, il existe une x solution x qui est égale à y. Ouais, je vais peut-être mettre y dans l'intérieur de k, ça sera... ça sera plus simple. Et donc, je vais définir lambda 1 comme étant l'idée, c'est que c'est le plus grand lambda pour lequel on peut résoudre ce problème. Alors, il y a un instant, c'était le plus petit, oui, parce que c'est du coup le plus petit lambda pour lequel on ne peut pas résoudre le problème. Ça, c'est la logique élémentaire. Donc, on va mettre en place ceci lors du prochain cours.
où on va se dire, bon, ben, je vais essayer de résoudre tant que je peux, en faisant grossir lambda, essayer de résoudre ce problème. Et puis, il y a un moment où ça va casser, et là, je sais que je devrais être sur la première valeur propre. On verra que cette méthode-là fournit aussi un processus de construction approché de la première fonction propre. Donc, on peut appeler ça une méthode de continuation. Hein. On part d'un problème trivial, et puis on le déforme pour aller jusqu'à la première valeur propre. En termes, si on voulait faire un graphe des solutions, on part de la solution, donc là on va avoir ce lambda 1, on part d'une solution triviale et puis on va avoir quelque chose dont la norme tend vers l'infini, puisque en lambda 1, en général, on ne pourra pas résoudre une telle équation avec un second membre. On le sait sur les équations elliptiques. Quand on touche l'espace propre, on ne peut résoudre que... Pensez à une matrice. Si vous regardez l'espace propre, vous ne pouvez résoudre avec un second membre que s'il est orthogonal à cet espace propre. Et lorsqu'on a la positivité et qu'on est orthogonal aux fonctions positives, ben on ne peut pas être positif. Donc, résoudre une équation avec un second membre positif sur la première valeur propre ou au-delà de la première valeur propre, c'est juste pas possible. J'y reviendrai tranquillement, puisque là, j'ai indiqué quelque chose qui n'est pas si bien connu que ça, qui consiste à dire qu'au-delà de la première valeur propre d'un opérateur elliptique, les résolvantes ne peuvent pas avoir le principe du maximum. Et en fait, même près de la première valeur propre, les résolvantes, au-delà, ont l'anti-principe du maximum. Mais ça, c'est une autre affaire sur laquelle je ne vais pas m'étendre. OK. Donc, cette idée qu'on va essayer de pêcher la première valeur propre de cette manière-là. Pour construire, donc ça permettra de la construction de lambda 1. La construction de la première fonction propre va consister à dire que la norme de x lambda, elle va avoir tendance à exploser si lambda tend vers lambda 1. Parce que pour lambda 1, pour la première valeur propre, en général, je ne peux pas espérer qu'il y ait une solution. Et si la norme reste bornée, je risque d'avoir une solution quand lambda tend vers lambda 1. Bon. Et donc, si je travaille sur x bar lambda, qui est x lambda divisé par la norme de x lambda, je vais avoir x bar lambda égale t, l'opérateur t est homogène, égale lambda bar de tx lambda bar, à ceci près que j'ai commis une petite erreur parce que j'ai remplacé lambda par lambda bar, donc ce que je dois rajouter, c'est plus lambda moins lambda bar tx bar lambda. dont je peux imaginer qu'il soit borné, parce que ça c'est borné, ce n'est pas une hypothèse que j'ai faite. J'ai dit que c'était continu et positivement homogène. Si c'était linéaire, continu, ça voudrait dire borné. Mais bon, là, c'est presque vrai, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails d'analyse fonctionnelle qui n'ont aucun intérêt. Donc, disons que ça, on s'attend à ce que ça soit avec un minimum d'hypothèses bornées, multiplié par quelque chose qui tend vers 0. Et j'ai un dernier terme qui est plus y sur la norme de x lambda. Y, il est fixe. On divise par la norme de x lambda qui tend vers l'infini. Donc, je m'attends à ce que ceci tende vers 0 quand lambda tend vers lambda bar. En d'autres termes, j'ai un truc normalisé qui est presque une fonction propre, modulo un petit reste, qui tend vers 0. Et donc, si j'ai un peu de compacité ou une analyse de la limite ici, eh bien, je vais récupérer à la limite un objet qui ne peut être que la première fonction propre, puisque tout ceci aura disparu. Donc, vous voyez que, comme j'ai renormalisé x pour créer une première fonction propre,
eh bien, à ce moment-là, rien qu'à cause du caractère positivement homogène de t, je crée une première fonction propre. Si t n'était pas positivement homogène, mais disons à croissance linéaire, vous voyez que ce que je suis en train de regarder, c'est une sorte d'opérateur de récession, c'est-à-dire la partie positivement homogène à l'infini de t. Bon, c'est pas très bien défini en général, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Il y a des exemples, en revanche, où c'est bien défini. Donc, en particulier, si t est un opérateur positivement homogène plus un truc borné, ce qu'on est en train de construire, c'est la première fonction propre de la partie positivement homogène. Les perturbations explosent. Donc, vous voyez, construction de la première valeur propre, on résout tant qu'on peut l'équation qui est là-bas. Quand ça casse, on renormalise et on récupère, si tout se passe bien, la première fonction propre. Et ça, ce sera une stratégie que l'on va pouvoir mettre en place dans à peu près toutes les situations dont j'ai parlé, et surtout qu'on pourra mettre en place dans RD. Alors on oubliera ces histoires d'intérieur de quart, on contournera ces difficultés, mais on gardera la stratégie à résoudre une équation typique tant qu'on peut, et quand ça casse, renormaliser, passer à la limite et créer une première fonction propre. Et donc je conclus ce premier cours en indiquant la stratégie qui va marcher de manière très générale. On évoquera d'autres manières de contourner la difficulté avant de se lancer dans l'analyse. Et pour l'instant, je fais une relecture de Krein-Rottmann et que je finirai la semaine prochaine. Je ferai également une relecture du principe variationnel, un petit rappel, là j'y passerai 10 minutes. Et j'évoquerai, je pense dès la semaine prochaine, des processus d'approximation qui, dans certains cas, suffisent pour construire. Mais ça ne suffira que dans certains cas, et donc il faudra passer dans un dernier temps à la stratégie générale dans RD. Bon, bien sur ce, je pense qu'en général, donc là, moi j'ai fait cours le vendredi matin, comme toujours. Je pense que ce sera mis en ligne d'ici quelques jours, donc je ne peux pas vous dire vraiment bon week-end parce que vous le regarderez en milieu de semaine, je pense que dès lundi. Ah bon, donc ce sera le retour de week-end. Écoutez, bon courage quand même, et comme disent les anglo-saxons, stay safe. Prenez soin de vous. Au revoir.